Bonjour Emmanuel Mouret, Bonjour. merci de nous accorder cet entretien. On dit souvent de toi que tu es le Woody Allen français, sans doute pour ton goût pour la comédie sentimentale ou le fait aussi que tu aies joué dans tes propres films. Est-ce que toi, tu te reconnais une affiliation à son cinéma? Je me reconnais un grand intérêt pour un cinéaste qui a fait beaucoup de grands films. Après, Woody Allen, lui, fait partie d'une tradition qui a commencé avec Buster Keaton ou Chaplin, Tati, Jerry Lewis, d'hommes de scène qui ensuite sont passés au cinéma et qui a une façon en effet peut-être de travailler autant sur la dramaturgie que dans la façon de mettre en scène, voilà, que je trouve très intéressante. Il n'est pas la seule, il est nourri par des grands chefs opérateurs avec qui il a travaillé, comme Gordon Willis ou Carlo Di Palma. Je me sens dans l'admiration, oui, d'un certain nombre de ces films, d'une façon de travailler, mais j'ai pas du tout cette faconde quelque part. Moi, je viens pas du tout de la scène. C'est qui fait partie de ces cinéastes qui ont une obsession sur un grand nombre de films, d'histoire et même dans ces films policiers autour du couple, voilà. Et qui sont des inspirations. Et qui sont des inspirations et qui ont un sujet de cinéma dans lequel on peut reconnaître, on va dire, l'intérêt. Des films qui, justement, naviguent en eau trouble et je pense que c'est ça qu'on aime chez lui, enfin, qui est admirable chez ces auteurs. Où les films sont autant des comédies que des drames. Voilà. Ce sujet du couple, cette question amoureuse qui traverse tous tes films depuis le début, est-ce que tu as toujours su que tu avais envie de faire du cinéma pour en parler? Non, alors moi j'ai toujours su, enfin j'ai su très jeune que je voulais faire du cinéma. Mais je ne savais pas absolument de quoi parler. Mon père m'avait dit, mais écoute, si tu veux faire du cinéma, il faut avoir quelque chose à dire. Et ça m'avait vraiment interrogé et mis vraiment en peine parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux avoir dit? J'ai aucune expérience de la vie, des choses et tout ça. Et il m'a fallu un peu du temps à comprendre qu'on a tous une expérience singulière qui est la nôtre. Quoi qu'on ait vécu, on est le plus proche de notre propre vécu, de notre propre expérience. C'est pour ça que chacun est finalement riche de son expérience que, par définition, les autres n'ont pas. C'est en même temps des questions très universelles. Oui, parce qu'on est aussi... Je me suis aperçu que au cinéma, dans les films qu'on aime, on s'attache en particulier un peu aux cas exceptionnels, qui ne marchent pas souvent, je veux dire dans les téléfilms et tout ça, c'est qu'on essaye de faire un cas moyen. Il y a des personnages moyens où c'est un consensus de ce que ça représente. Sauf que personne ne se reconnaît dans une moyenne, parce que on est tous quelque part juste riches de sa singularité, et qu'on se reconnaît dans des personnages, on va dire, qui sont des cas particuliers. Parce que je crois que intimement, on se reconnaît tous un peu comme des cas particuliers, mais qui avons aussi des choses en commun. Voir un film, c'est aller ensemble dans une salle de cinéma, pour une histoire qu'on va partager ensemble. On va se retrouver sur des situations qu'on peut partager, des situations communes, des situations dramaturgiques communes, mais qu'on va tous traverser d'une situation particulière et que le personnage aussi va traverser une situation particulière. Oui, la question du couple, de la rencontre, de la rupture, du triangle amoureux, enfin des questions très classiques, c'est des questions très communes, mais qui sont toujours particulières parce qu'elles sont habitées par des personnes particulières. Le couple, c'est la plus petite société qui existe, c'est déjà un début de société. Toutes les histoires, ce sont des problèmes de comment arriver à vivre avec les autres, comment essayer de vivre ensemble. Beaucoup des questions sociétales, voire politiques, et en tout cas les questions morales, sont incluses dans le couple. Deux personnes dans une chambre, c'est déjà de la politique, c'est-à-dire c'est déjà comment on se comporte l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui m'intéresse, oui, c'est la relation, quelque chose qui est de l'ordre de la relation à l'autre. Voilà. Et justement, est-ce que pour toi, c'est important dans ton écriture d'être en accord avec l'évolution de cette société post-MeToo, entre autres? Non, parce que je pense que d'être en accord, oui, ça veut dire qu'on peut être en accord, il y a en désaccord. Enfin, je veux dire, par rapport à ça, ce qui est intéressant, ça veut dire que c'est un sujet, on va dire, entre guillemets, le cinéma se veut un peu traditionnellement comme on va dire un média progressiste,
même s'il peut épouser après, parfois on l'a vu dans l'histoire, c'est une propagande, le cinéma est une propagande. Le cinéma, et en l'occurrence le cinéma indépendant, a une vocation progressiste dans les idées, mais ça ne veut pas dire qu'il le soit nécessairement. Le cinéma que je fais n'est pas là pour faire la morale, il est là pour interroger la morale, mais en même temps pour quelque part promouvoir aussi quelque part quelque chose, mais quelque chose qui se passe dans la relation que même moi je ne saurais pas dire. Sans faire la morale, les rapports dans le couple, les rapports entre les hommes et les femmes ont quand même un petit peu évolué ces dernières années. Est-ce qu'ils ont évolué on en parle plus dans les médias, et ça c'est une bonne chose, mais est-ce qu'ils ont évolué de par le monde? Est-ce qu'ils évoluent en ce moment dans ce monde qui est comme ça? On espère, il y a quelque chose à l'œuvre, on va dire, c'est à l'œuvre. Le cinéma, c'est une incarnation aussi des choses. C'est pour ça que je veux dire, c'est pas de la morale. C'est que chez Lubitsch, par exemple, il n'y avait pas besoin de passer par MeToo. Il y a, je veux dire, chez Lubitsch, c'est difficile de trouver un propos péremptoire et jugeant sur les femmes ou une façon d'être avec l'autre qui serait, voilà, c'est un cinéaste de l'attention et des égards. Donc on peut dire, et on peut dire qu'il y a des cinéastes qui ont toujours échappé au male gaze, comme on dit, parce que c'est des cinéastes de la relation, de l'attention à l'autre. Leur film avait une vertu morale malgré tout, dans cette attention, dans ce souci de l'autre, dans le geste, et non pas dans le message. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux personnages. Je trouve que dans ton écriture, les personnages ont en commun quelque chose aussi, qui est de ne pas être des héros. Ils sont souvent pleins de bonne volonté, gentils, parfois maladroits. Quelquefois, s'ils causent du tort, c'est de façon plutôt involontaire. Je trouve que ils ont quelque chose parfois finalement qu'on pourrait qualifier d'ordinaire. Oui, mais c'est quelque chose que, en tout cas, moi, voilà, qui me... C'est important pour toi. Oui, après, je fais ce que je peux d'une certaine manière. Je suis parti d'un sentiment qui m'est propre. C'est que, au fond de son intimité, ça veut dire que, en tant qu'individu social et tout ça, on doit évidemment se protéger, avoir on va dire des gestes, des carapaces et tout ça. Mais au fin fond de son intimité, il nous arrive que des choses qui surviennent. Alors parfois on arrive à les prévenir, on arrive à les voir et tout ça. Mais voilà, on fait comme on peut. J'aime bien cette partie peut-être j'aime bien, oui, je suis peut-être attaché, j'ai une affection, oui, pour à la fois, oui, pour cette forte forme de maladresse constitutive de l'homme, qui est pourtant très adroit, et en même temps sait s'adapter à plein de choses. D'ailleurs, les plus grands personnages maladroits de l'histoire du cinéma, c'est les plus habiles. Keaton et Chaplin, c'est des personnages qui représentent la maladresse et qui sont pourtant d'une très grande habileté. C'est vrai. J'ai passé mon bac il y a quelques années et le sujet de philo que j'ai eu était « Ne désirons-nous que les choses que nous estimons bonnes pour nous ?» Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça vient de Spinoza. Je trouve que c'est un peu une question qui est soulevée dans tes films. Spinoza en fait une affirmation. Moi, mes personnages sont moins habiles que Spinoza. Souvent, je m'intéresse à des personnages qui essayent de bien faire. Je dis souvent que mes personnages ont deux désirs. Ça veut dire qu'il y a ce désir de bien faire, parce que je trouve ça encore plus cruel que ça soit que des personnages qui désirent bien faire, qui pourtant causent des situations difficiles, voire très cruelles. Si c'est un méchant et un bon, grosso modo, il y a moins de complexité. Désirer bien faire, est-ce que ça peut être un profond désir? Non, on désire bien faire, justement, et c'est là où je voulais en venir. Je pense qu'on désire bien faire parce que ça provient d'une peur d'être exclu du clan. Les personnages ont toujours un peu de désir, c'est ce côté de désir de bien faire, pour ne pas être, quelque part, être chassé de sa communauté, aussi pour être fidèle à ses engagements, ce qui va de pair. On veut rester fidèle à ses engagements
pour ne pas être chassé et pour avoir une bonne image de soi-même. Et après, il y a ces aspirations. En général, dans tes films, ils sont quand même rattrapés par leur profond désir plutôt que par le désir de bien faire. Oui, après, voilà, peut-être. Mais je me suis aperçu, et c'est peut-être une façon de m'en sortir, parce que évidemment, je fais pas des films autour du développement personnel, et que je ne donne pas de leçons, et que... non, je me suis aperçu que souvent, mais un peu malgré moi, et c'est pas que dans mes films, mais j'aimais bien qu'au final, de ces personnages qui sont pris entre ces deux désirs, finalement, c'est terminé par un échec heureux. Ça veut dire, ils n'aboutissent pas peut-être à leur désir, ils se retrouvent dans une situation d'échec par rapport à ça, mais finalement se profile une nouvelle situation, voilà. On a eu la chance de te recevoir plusieurs fois à la Ciné Masterclass, masterclass de direction d'acteurs et plus récemment pour un stage d'écriture. Qu'est-ce que tu trouves comme plaisir? Est-ce que c'est de la transmission? Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée de venir déjà flatté par ton invitation. Et puis... est-ce que tu as une volonté de transmission ou est-ce que c'est aussi plutôt un training aussi pour toi? En faisant ça, tu m'offres la chance de travailler avec des comédiens. Et moi, je vais m'entraîner, si on prend cette idée-là, mais en tout cas, je vais faire, parce que s'entraîner, ça ne veut rien dire, mais je vais faire autour de scène des plans séquences avec ces comédiens dans les conditions qui me sont données, avec eux qui peuvent suivre avec un écran. Enfin, ils me voient travailler, je leur montre comment je compose un plan et on travaille tous ensemble. Voilà. Oui, il y a quelque chose de réciproque, il y a un échange. Il y a une réciproque. Donc, c'est de se retrouver dans des conditions de travail. Alors, autour d'une scène. Après, la transmission, j'avais envie de la passer par le geste, en me voyant travailler et en montrant, en tout cas en l'occurrence, que je ne fais pas de direction d'acteur. Voilà. C'est presque construit comme de l'anti-direction d'acteur. C'est aussi quelque chose que je trouve passionnant dans ta façon de travailler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton rapport aux acteurs sur un plateau? Il y a aussi un rapport à l'espace qui est fondamental dans tes films, je trouve. Voilà, je pense que ça serait intéressant que tu nous racontes un petit peu voilà, comment tu diriges tes acteurs et toujours avec ce rapport au mouvement qui est important. C'est la fameuse phrase de Jean Renoir, c'est que 80% de la direction d'acteur, c'est le choix des acteurs. Je crois qu'il y a des cinéastes qui disent 90%, bref. Mais oui, je pense que le choix des acteurs. Dans le cadre d'un atelier comme ça, je n'ai pas le choix des acteurs. Les acteurs me sont donnés, je ne les ai pas choisis. L'idée, c'est de faire vivre une scène qui est souvent, dans mon cinéma, assez dialoguée. Et beaucoup, en tout cas, de ma réflexion, de mes réflexions, et notamment avec le directeur de la photo avec qui je travaille, sont des questions de comment filmer la parole. Ça veut dire filmer une action, c'est assez simple, puisque on filme une action, même une course-poursuite, ça peut demander, c'est compliqué en moyens financiers, en moyens techniques, en trucs comme ça, mais comment ça va être filmé, c'est moins complexe, parce que des gens qui échangent et qui se parlent, ça ne vient pas de soi. Alors ce qu'on retrouve pour le coup dans 90-95% des cas, c'est du chant contre chant, comme ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Donc tu parles, on te voit, je parle, on me voit. Alors parfois on peut faire un montage, parfois je parle et c'est toi qu'on voit. On t'entend écouter, voilà. Mais le chant contre chant est intéressant, je ne dis pas qu'il est intéressant, mais on en est quelque part saturé et ça a aussi cette limite que lorsque on échange des dialogues, le spectateur, qu'est-ce qu'il a dans une histoire? Il est normalement pris dans une situation, il a des attentes, et quand quelqu'un va dire quelque chose, le spectateur est comme un détective. Quand tu regardes un film, tu agis comme un détective. On rentre dans un jeu et on va essayer de... Voilà. Et
le premier réflexe inconscient qu'on a, c'est est-ce que ce que dit cette personne, elle le pense vraiment? Est-ce qu'elle le pense vraiment? À quel degré? Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle se ment à lui-même? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va donner cet élément? Donc, il entend, il y a la voix, il y a l'intonation, mais il y a aussi le visage. Il y a l'expression, voilà, l'air et tout ça. À partir de là, l'image va infirmer ou confirmer à un certain nombre de degrés. Dans un champ contre champ, on ne reste que sur l'un et sur l'autre. On va se poser des questions sur l'un et sur l'autre. Et puis, quand on va tomber sur l'un et sur l'autre, on va se dire, on va voir des choses. Donc déjà, sur un champ contre champ, on peut montrer et cacher des choses aussi. Mais si un personnage cache des choses, et c'est souvent une histoire passe pour des choses que se cachent aussi les personnages, se cache à lui-même ou cache au spectateur, ou voilà. Ça va se jouer sur le visage. Je te dis quelque chose, mais on va voir par le regard, par machin, et tout ça, que je cache peut-être des choses. Mais souvent, quand on filme la parole, souvent c'est intéressant d'avoir le visage quand quelque chose est... Ce qui est le plus intéressant quand quelque chose est dit, c'est quand on a le visage qui dit un peu autre chose que ce qu'on a entendu. Parce que ce qui nous ennuie justement dans les films qui ne nous intéressent pas, c'est que c'est bon, on a compris quoi. Ce qui nous intéresse, c'est quand nous, on doit travailler. Donc si quelqu'un dit quelque chose et qu'on voit son visage qui pense autre chose, là on se dit « Ah, c'est intéressant ». Son visage nous dit qu'il ne faut pas trop porter crédit à ce qui est dit. Donc la mise en scène, elle s'organise aussi comme ça. Si on ne le voit pas, nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va désirer le voir. On va désirer l'information. Donc l'intérêt, par exemple, du plan séquence, c'est de sortir du champ contre champ. C'est de garder l'attention, quelque part, du spectateur. Toi, tu dis justement que tu ne fais pas de direction d'acteur, donc tu ne donnes pas de direction à dimension psychologique, par exemple. Que concrètement, sur le plateau, quand tu tournes, voilà, comment ton dialogue, ton échange avec les... Non, mais sur le plateau, après, comme je dis, j'ai choisi des comédiens, on a fait quelques lectures, et puis je sais qu'ils ont compris, voilà. Et puis, je pense que mes scénarios sont pas très complexes. Enfin, l'histoire est complexe, mais pour les comédiens, c'est assez évident ce qu'il y a à jouer. Tout est dit, quoi. Tout est... voilà, tout est dit. Et quand un personnage ment, le comédien a compris qu'il mentait de manière... Enfin, il n'y a pas... voilà. Et c'est un peu comme ça dans tous les scénarios. Dans les films d'Hitchcock, par exemple, quand les personnages mentent, quand les personnages disent la vérité, on le sent. Mais c'est pour ça que j'en reviens encore à montrer et pas montrer. Ouais. Ce qui est intéressant à voir, c'est quand il y a des arrière-pensées. Un mensonge, quelqu'un qui observe, voilà. C'est la phrase de Gordon Willis qui a travaillé avec Woody Allen comme avec Coppola et qui est un immense chef opérateur qui dit c'est bon, on l'a entendu, pourquoi le montrer? On peut très bien suivre une fiction à la radio. Quand on écoute quelqu'un à la radio, on suppose qu'il dit la vérité. Bon, quand c'est certaines personnes, un homme politique, on suppose que, j'en sais rien, mais bon, on suppose, ou il y a un truc, on suppose en tout cas qu'il dit la vérité. On n'a pas besoin d'avoir son visage. Pourquoi, au cinéma, on montrerait le visage? Pourquoi on va montrer le visage? Godard, il disait, mais d'ailleurs, il l'a fait plusieurs fois, il dit, pourquoi on montre le visage au cinéma? On pourrait très bien montrer les jambes, le dos, le truc, autre chose, voilà. Ça veut dire que la direction d'acteur au cinéma, elle n'est pas que le jeu de l'acteur, elle est le jeu de la caméra, c'est-à-dire du cadre. Quand est-ce qu'on montre et quand est-ce qu'on ne montre pas. Donc moi, si je travaille, ou si comme d'autres réalisateurs, je travaille avec un plan séquence, c'est dans un plan séquence, je peux montrer, pas montrer, mettre de dos, de loin, de trucs. Dans les films de Pagnol ou dans les films de Guitry, il y a des plans séquences, des plans de plusieurs minutes sur un personnage, plan fixe, qui parle et qui est saisissant. Sauf que, en général, cet acteur l'a joué 200-300 fois au théâtre. C'est Rémus, c'est Fernandel, c'est Guitry lui-même. Et il y a une telle vivacité, une telle intelligence du jeu et tout ça, mais on peut rarement faire ça au cinéma. C'est ce qui fait que, par exemple, des films comme Le Père Noël est une ordure a aussi un grand succès, c'est qu'ils l'ont joué 600 fois
au théâtre avant de le mettre au film. Donc cette question du cadre, en soi, joue moins. Mais c'est que la plupart des films qu'on fait, on les fait où les acteurs sortent d'un tournage, arrivent sur un tournage, n'ont pas eu le temps de... il n'y a pas d'argent au cinéma pour que les acteurs aient 2 mois de répétition. Parfois, ça peut se le faire. Il y a des acteurs qui le font. J'avais travaillé avec Cécile de France. Elle avait pris 2 mois de travail. On se voyait 1 à 2 fois par semaine et tout ça. Il y a des acteurs qui travaillent avec des coachs et tout ça. Je sais qu'aux États-Unis, voilà, beaucoup d'acteurs ont un coach, travaillent énormément. C'est arrivé sur tes tournages qu'il y ait des acteurs... Moi, j'aime bien qu'il y ait... Pas sur les tournages, et que les acteurs préparent avec un coach. Si me dit ça t'embête, je dis mais au contraire, faites. Enfin, je veux dire, c'est une façon de se préparer, de faire le travail. Je crois que c'était Jacques Deray, le réalisateur qui avait fait La Piscine. J'étais tout jeune, il était invité à parler, tout ça, et quelqu'un a posé quelque chose sur la direction d'acteur. Et alors c'était à l'ancienne. Il dit je comprends pas la question. Les acteurs sont payés. C'est pas moi de les diriger, ils sont payés. Mais il avait dit ça, et je trouve dans cette forme un peu naïve, un peu voilà, mais il disait quelque chose qui a été juste. Sur les tournages de Woody Allen, on sait que les acteurs sont très contents d'y aller et tout ça. Il n'y a pas de répétition de direction d'acteur avec Woody Allen, c'est des super acteurs, il les choisit parce que c'est des super acteurs. Et ils tournent d'emblée, de suite. Chabrol, c'est pareil. Il n'y a aucune répétition de direction d'acteur. Chabrol et Romer faisaient 1 prise, voire 2 pour s'il y avait des soucis techniques. C'est quelque chose, un phénomène assez, pas récent, mais de se dire que voilà, le metteur en scène doit s'occuper de la direction d'acteur. Non, pour moi, on travaille avec des acteurs. L'acteur est grand, il sait se diriger. Alors, je fais exprès d'aller dans le truc parce que par contre, je dirige le comédien dans la mise en scène. Ça veut dire que je fais des mises en scène et des mises en place dans l'espace, comme tu voulais dire, assez précises, parfois assez contraignantes, parce que je travaille, comme je te l'expliquais, avec le cadre. C'est qu'à un moment donné, je veux que l'acteur soit prêt, soit loin, soit de dos, soit de profil, et que ça demande des positions dans l'espace, des petites actions et tout ça. Ce que je trouve extrêmement intéressant pour l'avoir observé en masterclass avec toi, c'est que très souvent, ce sont justement ces déplacements et parfois ces petits mouvements qui amènent à une forme de vérité l'acteur et la scène en fait. Je tourne pas souvent, mais c'est d'ailleurs un intérêt de venir à masterclass parce que je me dis tiens, on va faire des choses, donc je t'invite à m'inviter, mais le cinéma s'inspire toujours d'un certain naturalisme, même si c'est pas naturalisme, même si c'est pas la vie. En fait, dans la vie, quand on se parle rarement comme ça, de face à face, et on se dit rarement les choses, les yeux dans les yeux. Dans la vie, on le voit bien dans une scène de couple, on est en train de faire à manger, tandis que l'autre plie le linge et tout ça, et on se parle, et on fait 1000 petites choses. Et pour le cinéma, c'est du pain béni parce que ça fait des circulations, ça fait des variations, ça fait de la place, et puis que nous, en tant que spectateurs détectives, on est obligé d'attendre, de voir le visage, voilà, ça participe de ça. Et c'est ça que j'essaye de faire sentir aux comédiens, c'est-à-dire que la direction d'acteur est en fait de la mise en scène, et que ceux qui sont derrière le cadre voient comment ça marche le cadre. Ça veut dire qu'on fait du cinéma, c'est pas comme sur une scène de théâtre, où c'est dans un espace où le spectateur regarde à droite et à gauche et tout ça. Là, on travaille sur un rapprochement, éloignement, dans un cadre, des choses qui rentrent et qui sortent du cadre. On joue avec le cadre au cinéma. Et donc, la mise en scène ou la direction d'acteur ne se fait qu'avec le cadre. Est-ce que tu penses que ton rapport à la mise en scène a beaucoup évolué ? Oui, parce que ton niveau d'exigence aussi. Ça a évolué parce que j'ai commencé en faisant du chant contre chant. Je fais toujours du chant contre chant parce que je trouve ça aussi intéressant, le chant contre chant. Il y a quelque chose à un moment donné où on se dit des choses aussi face à face. J'avance petit à petit. J'ai toujours l'impression d'être un étudiant en école de cinéma. Voilà. C'est vrai qu'on imaginerait facilement certains de tes films prendre vie sur scène. Est-ce que tu as cette tentation du théâtre ? En fait, je me suis construit au départ, en voulant faire des films, un peu au départ contre le théâtre. Je parle quand j'étais adolescent.
Après, j'étais pas du tout d'une famille qui allait ni au cinéma ni au théâtre. Donc, j'étais allé peu au théâtre et je m'étais beaucoup ennuyé. Et en même temps, j'avais par contre eu beaucoup de plaisir à faire des cours de théâtre, où là, je m'étais beaucoup amusé. Mais il y avait une sorte de dichotomie entre les cours de théâtre qui étaient super amusants et aller au théâtre où je m'étais ennuyé. Mais c'est faute, parce que j'ai maintenant une grande opinion sur le théâtre. Mais j'ai découvert le théâtre grâce au cinéma, parce que je me suis aperçu que tous les auteurs classiques que j'admirais, soit venaient du théâtre eux-mêmes, ils avaient commencé par le théâtre, soit s'inspiraient beaucoup du théâtre. Et ces cinéastes, qui avaient une très haute opinion du théâtre, étaient à une époque où le cinéma était considéré un peu comme un art mineur. Et leur ambition était de dire le cinéma peut être aussi profond. Et donc c'est comme ça que je me suis quelque part intéressé au théâtre via le cinéma. Alors aujourd'hui, faire du théâtre, je sais pas, je me dis j'ai tellement encore à apprendre dans le cinéma. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très littéraire dans ton écriture. Et quels sont les auteurs qui t'ont le plus nourri? Eh bien, alors, ce qui est étonnant, c'est que les auteurs qui m'ont le plus nourri, ce sont ce sont des cinéastes encore. Ça veut dire que mon rapport... Même dans l'écriture? Dans l'écriture, je pense que c'est parce que j'ai aimé des cinéastes qui étaient eux-mêmes des grands admirateurs. Voilà, je lis peu de romans, je lis beaucoup, bien davantage des essais. Donc je suis un lecteur d'essais avant tout. Et ce goût peut-être pour la littérature, le romanesque, me vient de beaucoup de cinéastes qui étaient peut-être plutôt balzaciens, comme Rohmer, Truffaut. Je suis toujours un peu décontenancé lorsqu'on me dit que mon cinéma est littéraire. Je veux bien le comprendre, peut-être par un côté romanesque, et je ne le comprends pas très bien non plus. Les dialogues sont très écrits, les personnages ont une façon de s'exprimer que tu parviens à rendre quotidienne, mais qui est pourtant... Mais mon analyse, c'est qu'il y a eu une sorte de courant, il y a toujours eu des courants naturalistes, et moi je ne me défends pas d'un courant antinaturaliste d'une certaine manière, mais c'est une sorte de contre-courant naturaliste, dans le sens où je pense qu'il y a eu un courant naturaliste qui a fait que le cinéma français a été un peu dénué de partitions dialoguées. C'est-à-dire on a quelque part beaucoup moins parlé que ce qu'on parlait dans le passé. Quand le cinéma a été parlant, si tu regardes le cinéma des années 30-40, ce qui est effarant, c'est que ça soit aux États-Unis ou en France, c'est la volubilité du cinéma. Et pourquoi ce cinéma de ces années-là est un cinéma aussi fascinant, parce que je crois qu'il rend compte quelque chose de l'homme social qu'on est, c'est-à-dire que l'individu social qu'on est un être parlant. Il y a quand même 2/3 des habitants sur Terre qui vivent en ville, et la ville nous pousse à une certaine forme d'urbanité et d'échange. Le cinéma, qui parle très peu dans le cinéma classique, c'est le western et le film noir. Deux genres qui sont à peu près. Le film noir, c'est toujours le même scénario, c'est quelqu'un qui sort de tôle et qui va essayer de refaire sa vie. Moi, c'est vrai que j'ai grandi en ville, je suis un cinéaste de ville, je pars pas de ces personnages. C'est des personnages qu'on pouvez rencontrer, à mon avis, beaucoup d'ailleurs aux États-Unis dans les années 30-40, où on s'exprime peut-être pas trop, comme peut-être encore dans les milieux ruraux, où on peut passer une journée sans parler parce qu'on voit pas grand monde. Moi, je fais un cinéma urbain, où on s'exprime, et je trouve que le cinéma, les personnes au cinéma, les personnes urbaines, s'expriment beaucoup plus mal que ce que l'on voit dans la vie. Lorsqu'on décide de mettre quelque chose à l'écran, je pèse le mot, mais parce qu'il faut en avoir conscience, on fait de la publicité. On fait de la publicité pour une façon de se comporter, de se tenir, de parler. On représente quelque part des choses et on les légitime en les représentant. Donc, grosso modo,
essayer de présenter des personnages qui tentent quelque part d'exprimer. Voilà. Tu as écrit tous les films que tu as réalisés Alors, ou coécrits? Oui. Est-ce que pour toi, l'écriture et la réalisation pourraient être dissociables? Dans un scénario, il y a les prémices de mise en scène, mais peut-être. Ça fait 2 films que je coécris avec Carmen Leroy. Au début, je voulais faire la mise en scène et la réalisation, mais je voulais pas écrire. Je parle quand j'étais tout jeune encore et tout ça. Et je me suis senti contraint à écrire parce que je me suis aperçu que c'est comme ça qu'on arrivait à convaincre des comédiens, producteurs, des gens qui allaient mettre de l'argent sur un film, et que le scénario était le sésame finalement pour faire un film. Et donc j'ai étudié l'écriture pendant quelques années. À la Fémis? Non, avant de faire la Fémis. Je n'étais pas un littéraire du tout, j'ai passé un bac scientifique et tout ça. Et j'étais très complexé, je voulais pas écrire parce que j'avais un gros complexe. Au début ça semblait un peu bébête, c'est un peu écrire un scénario pour les nuls. Et puis à force d'en faire, d'en lire, ça devient de l'anthropologie, on comprend plein de choses, on analyse des films. Et donc ça a été très, très important. Et après, j'ai rêvé de rencontrer un co-auteur, co-autrice. J'avais fait des petits essais, mais qui étaient vraiment infructueux. J'ai essayé vraiment plusieurs fois, au moment de la Fémis, un peu après la Fémis. Écrire pour un autre réalisateur ou une autre réalisatrice? Ça, je l'ai fait beaucoup quand j'étais à la Fémis. Comme j'avais étudié le scénario, il y a pas mal d'élèves en réalisation qui me demandaient soit de consulter, soit d'écrire avec eux. Ça, je l'ai fait plein de fois. Et puis, quand j'ai rencontré Carmen Leroy, je sais pas, il y avait quelque chose, c'était vraiment, voilà, j'ai rencontré quelque chose qui était évident. Après, c'est comme, j'ai peut-être pas encore rencontré le compositeur avec qui travailler, et puis il y en a qui le rencontrent dès le début. Mais moi, en même temps, je travaille avec un producteur depuis quasi tout le monde, toujours. D'ailleurs, en parlant de compositeur, c'est vrai que la musique a quand même aussi une part assez importante dans ton cinéma. Est-ce que tu pourrais imaginer aborder un autre genre et pourquoi pas la comédie musicale? Je suis pas un grand spécialiste de la comédie musicale et je me suis aperçu dans le genre, ce que j'aimais beaucoup, c'est la danse. Je pense même avant, je suis pas quelqu'un qui écoute vraiment de la chanson, de la variété, je suis nul. Quand j'ai rencontré Camélia Jordana, je ne savais pas qu'elle était chanteuse. Ah oui? Voilà, Constance de Montois me l'a dit, mais je savais. Et Joey Starr. Et Joey Starr, je connaissais NTM, mais j'écoute pas tant que ça de musique. Voilà. Et quand j'écoute de la musique, c'est peut-être plus de la musique classique. Donc ça me semble pas évident du tout. Toi qui continues à faire des courts-métrages, tu pourrais tester ça dans un court-métrage. Oui, mais les courts-métrages, je les fais avec 3 fois rien. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est de l'argent. Donc, et ce qui me plaît dans le court-métrage, c'est justement que l'économie est très, voilà, est toute petite. C'est vrai que t'as travaillé avec des acteurs au jeu extrêmement différents. Je sais pas, je pense de Sarah Forestier à Camélia Jordana, Grégoire Ludic, Joey Starr. Enfin voilà, avec des univers extrêmement différents que tu arrives à amener à toi. Comment tu réfléchis ton casting? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dès l'écriture? Non, pas du tout dès l'écriture. Est-ce que tu penses? Est-ce que tu écris parfois pour non, parce qu'on peut pas véritablement, parce que on peut pas savoir si le comédien sera libre dans les dates, voilà, si le scénario va l'intéresser. Puis en général, il n'y a pas qu'un seul comédien, il y a d'autres comédiens qu'on veut avec et tout ça. Donc en producteur a une phrase qui est tout simple, qui dit faire un casting, c'est voir qui est libre dans ces dates-là. C'est poser des dates et voir qui est libre dans ces dates-là. J'exagère après, voilà. Mais c'est un peu ça. C'est constituer une troupe, parce que c'est jamais un seul comédien. Et parfois, quand j'ai fait un casting avec que 2 comédiens, comme Chronique d'une maison passagère, 3 si on compte Georgia Scalier, c'est encore plus difficile, parce que là, il faut vraiment... je suis sûr, voilà, à trouver le couple. Et puis souvent, j'ai été surpris, très 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 souvent. Constance de Montois a pu me parler d'une comédienne ou d'un comédien. J'ai dit, bah non. Ah bon, machin et tout ça. Non. Réfléchis peut-être que et tout ça. Puis bon, je dis, voyons. Et puis me dire, mais merde, oui. Enfin voilà, donc on a passé des mois et des mois, voire des années sur un scénario, et c'est bien qu'un acteur, d'un coup, va donner d'un coup une nouvelle
une façon de le voir nouvelle. C'est une rencontre évidente entre l'écriture et la... Oui, et l'acteur. évidente, ou parfois pas évidente, parfois c'est pas forcément évident. C'est tellement important, les comédiens, que même quand on choisit un comédien, il y a une grande joie. Et puis il y a des moments où on se dit ah mais est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est voilà. Il y a un deuxième travail une fois qu'on a choisi des comédiens qui est de complètement considérer son scénario avec ce comédien, voilà. Est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices avec qui tu rêves de travailler? Ben oui, plein, voilà. Mais évidemment je les citerai pas. Est-ce que faire un film américain, c'est quelque chose... Mais Est-ce moi, que tu as un rêve américain? Non, parce que je pense que je tourne avec ma langue et puis le cinéma américain, depuis quelques années, c'est devenu terrible. J'ai dans ce souvenir, d'il y a encore quelques années, que quasiment toutes les 2 semaines, sortait un film d'un grand cinéaste américain ou d'un bon cinéaste américain. Il y avait ces cinéastes qu'on attendait régulièrement et c'était... Et là, c'est égrené dans le temps et c'est de plus en plus rare. La politique des studios, qui a été une politique menée par des hommes d'affaires, des gens qui sortaient des écoles de commerce, et ils se sont rendus compte que faire des très gros films à très gros budget rapportait davantage que faire des films un peu, entre guillemets, dits de la diversité ou des films moyens et tout ça, fait qu'il y a eu un appauvrissement en termes d'auteurs dans cette échelle où les cinéastes partent, on va dire, d'un cinéma indépendant et remontent dans les studios. Aujourd'hui, pour un cinéaste indépendant, avoir un rêve américain, c'est limite à côté de la plaque, d'une certaine manière. Ce qui fait rêver aux États-Unis, c'est les acteurs. Il y a un vivier de comédiens qui est extraordinaire, quoi. Voilà. Oui, c'est aussi pour Parce que ça c'est un plus grand pays. Que je t'ai posé cette question après t'avoir parlé Donc, des oui, acteurs. Tu vois, ouais. Pedro Almodovar a fait son film aussi récemment avec Ouais. des acteurs, avec des Ouais. actrices américaines. Oui, bien sûr. Et je te parlais de ça aussi par rapport aux actrices et aux acteurs. Je pense que les acteurs américains, et maintenant les plus grands acteurs américains, se trouvent dépourvus de projets d'auteurs, grosso modo. C'est pour ça que les acteurs américains sont demandeurs, sont vraiment demandeurs. Ça veut dire qu'il y a une opportunité, en effet, pour des cinéastes européens sur des projets, aujourd'hui, de cette crise du cinéma américain. Tu pourrais faire un film français avec Cate Blanchett et... Voilà. Non, mais je fais pas des films chers déjà. Je fais pas des films chers. Ça me paraîtrait un peu démesuré pour moi, voilà. Bon, on verra. Voilà. Bon, merci Emmanuel. Merci. Je peux te proposer de revenir faire une masterclass.